Bonjour et bienvenue dans notre podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. Il s'agit d'une initiative développée par des étudiants au sein du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, ou plus communément appelé RQSPAL. À chaque épisode, nous rencontrerons des étudiants, des chercheurs ou des bénévoles en soins palliatifs pour mieux comprendre leur parcours ou plus précisément pourquoi ils ont choisi le domaine si mystérieux et empreint d'humanité que sont les soins palliatifs et de fin de vie. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. L'épisode d'aujourd'hui sera animé par moi-même, Sabrina Anissa Almansali. Dans quelques instants, nous allons rencontrer les deux professeurs, professeur Serge Dano et professeur Stéphanie Dano, spécialisés en soins palliatifs. Pour commencer, je voudrais vraiment vous remercier tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Ça fait plaisir d'être là. Merci beaucoup. Donc, moi, j'aimerais peut-être pour commencer, est-ce que vous voulez nous partager un petit peu votre parcours? La parole est à vous, donc vous commencez dans l'ordre qui vous convient. En fait, mon parcours est peut-être atypique un petit peu, probablement beaucoup atypique. Puis mon intérêt pour les soins palliatifs, soins de fin de vie, est peut-être atypique aussi. Mais brièvement, ce qui m'a attirée, je suis infirmière en fait, j'ai fait mon DEC en soins infirmiers. Je suis allée travailler dans le milieu, puis ce qui m'a ramenée aux études, c'est du sport. C'est le sport, qui m'a amenée à l'Université de Montréal, puis je me suis dit: «Ben, pourquoi pas faire un bac, hein, en sciences infirmières?» Et les choses se sont enchaînées, j'ai fait mon bac, j'ai fait ma maîtrise, mais à la maîtrise, je m'intéressais pas aux soins palliatifs, fin de vie. En fait, je m'intéressais davantage aux personnes proches aidantes dans un contexte de santé mentale. Puis, parallèlement, ben, j'avais une pratique clinique, là. Je travaillais, dans un centre hospitalier. J'ai travaillé beaucoup en chirurgie, chirurgie colorectale, chirurgie orthopédique. Puis, à un moment, en fait, dans ma pratique clinique, ce que je cherchais, c'était de pouvoir offrir des soins comme je l'entendais ou en tout cas comme je l'avais en tête, avec, peut-être plus d'humanité ou de dignité ou bref, je n'offrais pas les soins comme je l'entendais. Puis c'est ce qui m'a amenée, en fait, à travailler en soins palliatifs. Je suis allée travailler dans une maison de soins palliatifs, la Source Bleue à Boucherville. Ça a été mon premier contact officiel, si on veut, moi-même avec des soins palliatifs et c'est de là, en fait, à ce moment-là, là, j'étais intéressée au doctorat, puis, j'ai commencé mon doctorat en 2013, si je ne me trompe pas. Je l'ai terminé en 2020, puis depuis ce temps-là, dans le fond, j'ai pas quitté, les soins palliatifs. Je dois dire, par contre, si tu me permets, Serge et moi, on partage des liens familiaux et il va pouvoir expliquer après, sa vaste carrière en soins palliatifs. Je pense qu'il y avait quelque chose qui était probablement déjà semé, mais que je le savais pas avant. Serge a une approche, une écoute pour les gens, pour l'humain qui a toujours été, particulier. Puis, en fait, même mon père, avait beaucoup, beaucoup, d'admiration pour ce que Serge faisait, mais je me souviens quand j'étais très jeune ou adolescente, tout ce que je savais, c'est que, Serge, travaillait en soins palliatifs, donc s'occupait de la mort un peu, puis je suis pas trop sûre que ça m'attirait tant que ça, là, tu comme sujet. Puis c'est quand j'ai travaillé moi-même en soins palliatifs que j'ai compris que Serge travaillait pas avec la mort, il travaillait avec la vie, donc ça l'a changé beaucoup ma perspective, de la chose. Donc voilà, après mon doctorat, j'ai continué, en fait, je suis devenue prof et puis là, je fais de la recherche, aussi dans le vieillissement, mais dans les soins palliatifs et la fin de vie, depuis, ce moment. Donc voilà. Super intéressant, merci beaucoup. Professeur Dano, est-ce que vous voulez... je vais dire professeur Serge Dano parce qu'on a deux Dano, alors je vous laisse la parole. Bon, alors c'est pas facile de partager le parcours dans un temps, ça fait 40 ans qu'on travaille dans un temps quand même limité. Je vais essayer de donner quelques résumés là, pour qu'on puisse se retrouver. Moi, j'ai commencé à travailler comme médecin en 1981, donc c'est vraiment dans la préhistoire. Et, euh, et, bon, au début, j'ai fait essentiellement de la médecine générale, mais ensuite, j'ai fait de la santé communautaire, de la médecine communautaire. Donc, ça m'intéressait, ça, à l'époque, de travailler sur les déterminants de la santé.
c'est de travailler à changer les choses pour les individus, mais à partir d'approches collectives. Ça, c'était super important. Et ça m'a conduit de fil en aiguille à faire un doctorat que j'ai complété en 1994, quelque chose du genre. Et suite à ça, pour plein de raisons là, que c'est trop long à expliquer, là, j'ai décidé de travailler en soins palliatifs. Parce que dans ma pratique de médecine générale, j'avais eu des patients mourants, mais à l'époque, dans les années 80, il n'y en avait pas de soins palliatifs. C'était quelque chose qu'on n'apprenait pas à l'école, donc on se débrouillait comme on pouvait. Et donc, début des années 90, je me mets à travailler en soins palliatifs chez une population particulière, qui étaient les personnes affectées par le sida, qui mouraient du sida. Il faut se rappeler qu'à l'époque, à Montréal, il y avait plus de 500 personnes, 600-700 même, qui mouraient du sida chaque année. C'était vraiment terrible. C'était terrible comme maladie, parce que s'il y a une jonction dans cette maladie-là entre le biologique et le psychosocial, on voyait toutes sortes de situations. J'ai appris beaucoup. Et comme c'était un champ nouveau, on a travaillé, puis on a créé, on a inventé, avec toute une équipe extraordinaire là, que je ne pourrais pas nommer aujourd'hui. Comme j'étais dans un milieu à l'époque, ça s'appelait le CLSC Centre-Sud, qui est devenu CLSC des Faubourgs, mais c'est un milieu universitaire, ça. On m'a demandé, voyant que j'avais un PhD, de m'intéresser à la recherche. Et c'est comme ça que je suis devenu prof à l'Université de Montréal, essentiellement pour faire de la recherche en soins palliatifs. J'ai travaillé donc depuis ces années-là sur la souffrance en rapport avec le système de santé, les systèmes de santé. Avec encore là des équipes multidisciplinaires extraordinaires, des gens qui ont beaucoup travaillé, qui ont été extrêmement généreux. Puis on est arrivé à un certain nombre de publications. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces recherches-là, parce que moi, ce que j'aime dans la vie, c'est comprendre. J'aime penser et j'aime comprendre. Penser pour comprendre. Alors que je trouve que aujourd'hui, de plus en plus, les gens, même dans les hautes sphères, même les gens hyper éduqués, font des choses sans se rendre compte de ce qu'ils font, sans comprendre ce qu'ils font. Et je trouve que en finissant ma carrière, si on ne retenait que ça serait bien correct. C'est profond ce que vous dites, dans le sens, on est dans une ère peut-être où peut-être on valorise plus la productivité que prendre le temps de comprendre ce qu'on fait ou ce qu'on voudrait faire. Absolument. Puis moi, je voudrais rebondir là-dessus. Moi, un de mes grands maîtres à penser, j'en ai eu quelques-uns, là, je pense que les 5 doigts de la main suffisent, c'est Pierre Dansereau. Pierre Dansereau, qui est un des écologistes les plus importants du 20e siècle, qui m'enseignait à mon doctorat et qui me disait que la façon, là, vous pourrez couper au montage, la façon dont les études universitaires sont actuellement faites décourage la pensée parce que c'est axé essentiellement sur la productivité. Et ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui... Il faut arrêter de produire des articles, là, puis il faut commencer à écrire des livres, comme ça se fait d'ailleurs dans les humanités. Parce qu'un livre, c'est gros. Ça ne se fait pas dans l'espace de quelques semaines, et en plus, c'est lu. Alors qu'un article, on a beau être bien populaire, c'est pas beaucoup lu. Alors, je pense que ça appelle vraiment un changement. Puis dans le domaine des soins palliatifs, puisqu'on est au carrefour entre des réalités extrêmement fortes, qui est celle de la mortalité, qui est celle de nos liens avec les autres, qui est celle de la postérité, qu'est-ce qu'on lègue, etc. Ça appelle forcément à un changement en profondeur de nos façons de faire de la recherche. Je pense, si je peux me permettre, c'est la recherche, mais aussi, tu sais, on parle là de transfert de connaissances. On est dans un, je sais pas si c'est un carcan ou et c'est pas facile pour moi je me positionne comme jeune prof qui est évalué, tu sais, qui a des comptes à rendre, si on veut, peut-être plus que d'autres profs, qui ont plus d'expérience ou ça devient difficile des fois de faire un choix de baser ou de faire des choix dans le cadre du transfert de la connaissance sur ce qui est peut-être
le meilleur parce que vient toujours en considération ce qui va pouvoir, me permettre d'être, acceptée par mes pairs. Puis en tout cas, il y a une espèce, il y a quelque chose d'ancré dans la culture où, tu sais, tu parlais tantôt, Serge, d'articles scientifiques. Ben, il y a quelque chose qui est bien vu dans un article scientifique. Par contre, est-ce que ma portée oui, j'ai une portée sur d'autres académiques, des gens, des chercheurs, des chercheuses. Par contre, est-ce que oui, je veux atteindre ces gens-là, ça, c'est certain. Mais par contre, je pense qu'il faut beaucoup réfléchir à d'autres façons de rejoindre les gens. Puis les gens, ça peut être, les personnes qui vivent avec peu importe quelle maladie, ça peut être les personnes proches aidantes, ça peut être les professionnels aussi, les intervenants, les intervenantes. Donc ça, c'est une réflexion à avoir, mais il faut changer. Il y a beaucoup à faire, je pense, pour changer cette philosophie-là dans le cadre du transfert des connaissances, mais je pense que ça dépasse les soins palliatifs et fin de vie. C'est peut-être un problème au niveau de la recherche. Puis l'autre chose, si je reviens sur ce que tu disais au départ, on parlait de productivité. De mon côté, ce que je trouve difficile quand, je me dis: «OK, là, il faut ralentir», puis ou, tu sais, réfléchir ou, les besoins sont tellement énormes, que des fois, ça l'invite à cette productivité-là. Tu sais, on veut faire les choses rapidement, on veut que ça change les choses, mais je pense que des fois, ça part je pense que ça part d'une bonne intention où: «Hey, mon Dieu, les besoins sont tellement grands, je veux tellement que les choses changent» que, peut-être que justement, on accorde trop d'importance à cette productivité-là, c'est peut-être une mauvaise réponse à un vrai problème, là. Bon, je ne veux pas qu'on comprenne que je suis contre la productivité, bien au contraire, non, je ne suis pas contre la productivité, je veux juste que ce ne soit pas le centre de notre activité. Et ce que Stéphanie vient de dire, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je pense qu'il faut garder, quel que soit ce qu'on fait, la recherche, bien entendu, mais chacune de nos disciplines, hein, on vient de différentes disciplines, il faut garder une certaine humilité, dans le sens que nous ne changerons pas le monde, on va juste continuer. Dans le Moyen-Âge, on a fabriqué des cathédrales. Tous les gens qui ont travaillé là-dessus, ils sont perdus dans l'oubli, mais ils ont tout apporté une petite pierre, une petite brique, etc. Et je pense que dans l'édifice de la vie humaine, ben, on est là comme les autres, on va passer et on va apporter. Fait que ça enlève une espèce d'anxiété de performance. Parce que toute la question du transfert des connaissances, c'est tellement essentiel. Ça ne donne rien de faire de la recherche dans une tour, là, sur la montagne, loin du commun des mortels, parce que cette recherche-là, elle va très vite devenir vaine. Hein? Alors que, mais on insiste plus. Ça, c'est un avant. Ça, tantôt, j'ai parlé de choses qui m'inquiétaient, mais ça, c'est au contraire une avancée. On demande les IRC, entre autres, demandent de plus en plus qu'une demande de fonds contienne une partie de transfert des connaissances. Et ça c'est une avancée pour nous. Et je vois les projets, parce que bon, depuis quelques années, je ne dirige plus moi-même de projet. J'embarque dans les projets de jeunes chercheurs. Je suis d'ailleurs dans un de tes projets, Stéphanie. Et il y a une portion importante de ces projets-là qui parle de ça. Pas juste à dire on va aller à 2 congrès puis on va publier 3 papiers. Là. C'est bien ça. Ben, je pense que c'est plus stimulant, parce que oui, c'est stimulant le congrès, papier, tout ça, mais de penser à l'extérieur de ces options-là. Puis dans le cadre du projet, dont on parle, de voir, tu sais, on pense peut-être à un espèce de séminaire, journée de discussion ou en tout cas, c'est pas 100 clair encore la forme que ça va prendre, mais je pense que je pense que c'est stimulant, c'est le bon mot, de penser à autre chose que d'écrire dans mon sous-sol un article scientifique, puis la partager, puis là qu'on commente là-dessus, donc il y a quelque chose de plus dynamique, j'ai l'impression, dans les nouvelles ou les autres, en fait, ce qui dépasse les stratégies classiques de transfert des connaissances, hein. C'est tout à fait vrai, Stéphanie. L'autre chose aussi qui est importante, on parle à brûle pour point, là, c'est toute la question du travail d'équipe.
parce que tu viens de parler d'écrire un article tout seul dans ton sous-sol. D'abord, c'est plate, c'est pas le fun. Et l'équipe nous apporte énormément. L'équipe nous apporte énormément parce que d'abord, il faut s'entourer de gens qui sont différents de nous, qui vont nous apporter un autre point de vue. C'est ça qui enrichit notre pensée. Si on reste toujours dans notre petite case disciplinaire, ben, ça finit par tourner en rond, puis on ne trouve plus rien. Ça stérilise notre pensée. Alors, s'entourer, autant quand on est étudiant, de plus en plus, les comités d'attribution de bourse nous demandé ça. Moi, j'en connais un certain nombre qui vont dire, ben, c'est qui vous supervise, puis comment vous allez chercher la part d'autres disciplines. Et ça, c'est essentiel. Puis n'oubliez pas, surtout, les humanités. Les humanités, y compris la philosophie. Parce que pour apprendre à penser, ça, c'est vraiment, ça ne vaut pas son pareil. Et puis c'est vrai, en tout cas, ce que vous venez de dire, moi, autant que personne étudiante qui m'implique dans des comités étudiants pour mettre en place des choses pour les personnes étudiantes, je me rends compte que finalement, en tout cas, c'est un avis partagé avec mes collègues qui s'impliquent dans ce type d'initiative, c'est que on- quand on partage à d'autres collègues aux études supérieures, quand on s'implique dans des comités, ils sont comme, mais où vous trouvez le temps? Tu sais, on est dans une ère où nos calendriers sont très remplis, puis j'ai l'impression que on prend pas le temps. Tu sais, je fais un petit lien avec, vous disiez tout à l'heure, il faut prendre le temps de comprendre, mais aussi prendre le temps de s'impliquer, prendre le temps de s'entourer de personnes. J'ai l'impression qu'on est aussi dans une ère où tout est rapide, tout va vite, puis c'est comme si qu'on prend plus le temps finalement de penser à mettre en place des choses humaines autour de l'humanité, mis à part la productivité, mais plus autour de l'humain. Je pense que oui, vas-y, Non, Serge. vas-y, Stéphanie. Ben, en fait, je ramenais un peu au sujet de l'interdisciplinarité ou multidisciplinarité, ça dépend comment on le conçoit, mais oui, des fois, je pense qu'il faut prendre le temps, il faut réfléchir à qui on peut inviter dans l'équipe, qui pourrait nous aider, tout ça. Mais ça fait un lien direct, je trouve, avec la pratique en soins palliatifs, puis en soins de fin de vie. C'est ça ben, ça devrait être en fait dans pour toutes les populations, mais bref, on prend beaucoup ça, puis je pense que le soin ou le soutien ou les pratiques offertes aux gens qui se retrouvent en fin de vie à leurs proches est vraiment beaucoup amélioré par cette approche-là, qui est, je vais l'appeler interdisciplinaire, mais quand on a l'apport de tous et de toutes. Puis ça inclut même les bénévoles, là, des fois qui sont pas, des fois on y pense pas, là, on pense médecins, infirmières, travailleurs sociaux, psychoéducation, même en philosophie, comme le mentionnait Serge tantôt. Mais ça va jusqu'aux bénévoles qui apportent puis je pense à des bénévoles qui avaient une expertise en finance. On pense que c'est très, très éloigné, mais la richesse que ça peut apporter à des soins, par leur expérience de vie ou autre, c'est essentiel pour offrir de meilleurs soins puis implanter de meilleures pratiques, j'ai l'impression. Il y a un autre élément aussi qu'on parle peut-être pas suffisamment, je trouve, c'est qu'on assiste dans la plupart des professions depuis une trentaine d'années en recherche, entre autres, à une féminisation des effectifs. Et ça, moi, je trouve que c'est une richesse. Bon, c'est une richesse parce que c'est un point de vue qui est complémentaire et différent, mais aussi parce que ça introduit ce que les gars ont moins tendance à faire, toute la question de conciliation famille-travail. Mmh. Alors, puis ça, c'est vraiment un plus. Ça va enrichir, à mon avis, la productivité, la production de recherche, pas juste en quantitatif, mais de façon qualitative. Parce que quand que je sais pas, mais en soins de fin de vie, on est toujours devant des situations magistrale, difficile, etc. Même si c'est un objet de recherche, je ne sais pas moi, mais Stéphanie, son projet est sur le neurone moteur. Les gens qui sont affectés de telles maladies, c'est vraiment pas une fête. Hein? On est devant des choses terribles de la vie, des grands malheurs. Tu sais. Le fait d'introduire la question d'avoir une famille, ça se peut qu'on se mette à travailler, par exemple, sur ce sujet-là, à commencer un article, puis à ce moment-là, ton petit est malade, tu es obligé d'être en investigation avec, puis tout ça.
au lieu de te ralentir, je crois que ça va augmenter ton rythme et t'aider à approfondir. Parce que cette expérience-là que nous vivons, Pierre Dansereau disait, le scientifique fait partie du problème, donc il fait partie de la solution, dans le sens que nous sommes partie prenante dans les problèmes. On n'est pas en train d'observer comme si on regarderait une boîte de pétri ou des rats, là, on est dedans. Je pense que ça peut aider. Donc, je dis aux personnes que c'est très important ce que ça apporte, cette féminisation-là. Puis on le voit beaucoup. Hein. Quand on regarde, je ne sais pas si on regardait les listings de subventions, les listings de nouveaux profs, je suis sûr qu'il y a une présence très importante des femmes là-dedans. En tout cas, moi, j'aimerais vraiment j'aimerais comme réécouter ce point de féminisation des professions, puis l'aspect que ça va faire évoluer les choses dans le sens où ce que vous venez de partager, personnellement, c'est la première fois que je l'entends, dans le sens où on le voit de manière positive et non pas, parfois on se dit, on va aller en congé de maternité, surtout, j'imagine, pour des jeunes profs, je ne vais pas publier pendant ce temps-là, puis peut-être que mon CV sera moins intéressant ou moins attrayant que d'autres jeunes profs qui n'ont pas d'enfants durant la même période. Ce que je veux dire par là, c'est que je partage cet avis pour les personnes étudiantes qui nous écoutent aujourd'hui. Je suis personne étudiante, puis je me posais des questions. Je voulais avoir des enfants, mais j'ai toujours eu peur comment ça allait être perçu au sein du département, que ça allait retarder mon parcours, mais ça a été vraiment super bien accueilli par mes directrices, par le département. Mais je pense que c'est toutes des questions qu'on se pose, puis des barrières que nous, on se met en se disant, peut-être que ça ne va pas dans le même sens. Entreprendre des études universitaires ou une carrière de chercheur et avoir une vie de famille, puis tendre vers cet équilibre entre vie professionnelle puis vie privée ou J'ai l'impression que ça, c'est la posture de productivité qu'on discutait plus tôt tu sais, faut être productif, peu importe de la façon qu'on le définit, mais quand on le voit sous cette loupe-là ou cet angle-là, effectivement, c'est anxiogène un peu d'être pendant quelques mois, un an ou peu importe en congé de maternité ou peu importe quel type de congé qui a rapport à notre famille. Je pense aussi qu'on peut faire l'erreur, ou je vais le nommer erreur, mais de vouloir profiter de ce congé-là pour être productif aussi. Tu sais, c'est comme à l'envers. Hein, je vais en profiter pendant que je fais des gros guillemets là, pendant le congé pour écrire davantage. On réalise que le congé, un congé, c'est pas tant. Quand on entend le mot congé, on pense repos et tout ça. On réalise rapidement que c'est pas tout à fait ça. Puis que peut-être que si on parle de congé de maternité ou paternité, peut-être que notre enfant dort pas nécessairement au moment où on voudrait qu'il dorme ou peu importe. Bref, je pense mais je pense que c'est difficile même s'il y a eu un avancement, je pense que puis le fait que Sabrina, tu as eu la réflexion, nous montre qu'il y a encore probablement du chemin à faire à ce niveau-là, dans ces réflexions-là. Ça me fait penser, en fait, c'est une parenthèse qui sort des soins palliatifs de fin de vie, mais mon conjoint travaille pour un hôpital pédiatrique, puis devait, dans une auto-évaluation, répondre à certaines questions sur comment il s'y prenait avec la clientèle, puis tout ça. Puis ça l'a fait beaucoup réagir mon conjoint parce qu'une des questions était, je me souviens pas les mots exacts, mais ce que ça demandait, c'était comment tu fais pour entrer en relation avec la mère et son enfant. Puis ça a fait réagir beaucoup mon conjoint qui disait, ouais, oui, c'est une question importante. Mais où la question le père et son enfant, là? Tu sais, c'est ça. Ça sort un peu de notre sujet de soins palliatifs, fin de vie, la recherche, tout ça, mais c'est ça, tout ça pour dire, je pense qu'il y a encore du travail, puis c'est récent, là, tu sais, on parle pas d'il y a 20 ans, cette question-là, puis dans un centre qui est spécialisé pour ça, donc je pense que il y a encore du chemin à faire, puis la féminisation a un impact positif, mais c'est pas juste pour les femmes, c'est pour les gens, pour les familles, pour les hommes, les femmes. Donc, c'est important de poursuivre cette réflexion-là. Mais la féminisation, je suis d'accord, ça ne concerne pas que les femmes.
Ça concerne toute la société, puis on l'a vu, entre autres, d'ailleurs, ça cause à certains niveaux des problèmes. Quand on regarde la féminisation de la profession médicale, c'est un fait qui est tout à fait clair, là, 70% des gens admis en médecine sont de sexe féminin. Mais ce que ça a fait, ça a eu un impact sur les hommes. Parce que quand on regarde le nombre d'heures travaillées dans une semaine, ben, c'est à peu près équivalent, hommes et femmes. Fait que ça veut dire que même si c'est encore les femmes qui portent les enfants, ben, ça a l'air que les gars s'en occupent un peu parce qu'ils travaillent le même nombre d'heures. Peut-être qu'ils vont jouer au golf à la place, mais ils travaillent à peu près le même nombre d'heures. Alors, c'est ce que je pense, c'est-à-dire que ça... Et puis, justement, en fin de semaine, j'étais avec mes enfants, puis l'un d'entre eux qui pratique ce métier-là disait que lui et sa conjointe ont des enfants, ben, comme sa conjointe est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a une entreprise, etc., ben, il dit, moi, je pense que c'est moi qui vais le prendre le congé, parce qu'on peut, hein? On peut. Donc, je pense que si on revient à la recherche, qui est notre sujet, ben, ça influence tout le monde. Cette espèce de prise en compte de la réalité globale de la chercheuse, du chercheur, qui est faite aussi d'autres choses que simplement l'objet de recherche. Puis, peut-être, je ne vais pas changer de sujet, mais tous les deux vous impliquez dans les soins palliatifs. Puis, je voudrais savoir, dans votre parcours, est-ce que vous avez eu, parce que je comprends que ça a été un choix de s'impliquer, de s'intéresser aux soins palliatifs, mais est-ce qu'à un certain moment, vous avez eu des doutes par rapport à votre parcours, par rapport aux soins palliatifs, ou ça ne s'est jamais posé? Mais en fait, je pense que ma carrière est encore très jeune ou je pense que j'ai pas eu le temps, tu sais, encore d'avoir des doutes. Puis puisque je me suis intéressée, de façon professionnelle ou plus tard aux soins palliatifs, c'était peut-être réfléchi. Donc, je pense, en tout cas, ça va peut-être venir, mais pour l'instant, j'ai pas eu tant de doutes. Puis au contraire, je trouve beaucoup de sens dans ce que je fais. Puis ça a même un impact sur moi personnellement, bien évidemment que ça a un impact sur moi personnellement, mais parce qu'il paraît que tout le monde va mourir, incluant moi. Puis de voir ce qui peut être fait, ce qui est le travail, les gens qui sont, je pense que ça peut bien se passer malgré que tu sais, Serge parlait de souffrance tantôt, tu sais, il y a beaucoup de souffrance ou la douleur totale ou tu sais, c'est pas des choses auxquelles qu'on veut tant réfléchir, mais ça m'a beaucoup apaisée de savoir qu'il y a des choses qui peuvent être soulagées, que les gens travaillent autant sur le plancher, que là, tu as des professionnels qui sont autour des patients, des proches, qu'en recherche, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Puis tantôt, Serge le soulignait aussi, il y avait, tu sais, dans les années 80, les soins palliatifs, c'était pas tant développé, là, les soins de fin de vie. Maintenant, c'est plus le cas. Oui, encore, tu sais, il va toujours avoir du travail à faire, le contexte change, les valeurs changent, tout ça. Par contre, je pense que c'est ça, je trouve ça rassurant. Ça a apaisé certaines craintes par rapport à ma fin de vie, qu'on souhaite être dans plusieurs décennies. Mais c'est ça. Ça a apaisé quelque chose d'existentiel, ce travail-là, en plus de donner un sens. Puis je trouve ça beau ce que les gens font dans ma pratique clinique, de voir mes collègues aussi à la maison de soins palliatifs sur ce bleu, la façon qui les gens, c'est comme si c'était des gens de leur famille, là, la façon qu'ils sont là pour eux, comment ils veulent améliorer leur pratique, comment ils sont prêts aussi à revisiter leur pratique parce que des fois, il faut avancer aussi et les choses changent. Bref, c'est ça, il y a eu quelque chose donc j'ai pas de doute, j'en ai pas eu pour l'instant. On verra plus tard, peut-être que ma réponse changera au prochain podcast, on verra. Ah, ben là, par exemple, Stéphanie, là, je vais dire exactement le contraire de toi. Je me permets. Moi, je pense qu'un chercheur, c'est quelqu'un qui doute de tout. J'ai douté toute ma vie. Et ça vient avec un certain inconfort. Si on ne doute pas, on ne cherche plus. Et si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Alors, je pense qu'il faut douter. On se demande toujours, moi, je me suis toujours demandé, c'est-tu la bonne chose que je fais? C'est-tu le bon problème que j'étudie? Je l'étudie-tu de la bonne façon?
et ainsi de suite. Alors, le doute, pour moi, là, c'est consubstantiel, c'est-à-dire ça fait partie de ce que j'ai fait dans mon travail depuis que je fais de la recherche. Euh, en- Dans la pratique clinique, on l'a moins, ça. Surtout que moi, je suis d'une profession où les gens ont un petit complexe là, de supériorité qui est tout à fait injustifié, dans le sens que penser que tous les gens qui exercent cette profession-là ne font jamais d'erreur, c'est quelque chose qui n'a absolument pas de bon sens, c'est quelque chose qui est insoutenable. Alors, mais je pense qu'il y a bien des gens qui ont besoin de ce faux sentiment d'infaillibilité pour fonctionner. Euh, j- il y a des moments particuliers où j'ai eu encore plus de doutes, des doutes qui étaient menaçants. C'est, moi je le dis toujours à la blague, mais c'est pas juste une blague, moi j'ai un 3e doctorat en refus d'articles et en refus de demande de subvention. J'en ai eu vraiment beaucoup. Puis à chaque fois, on se pose la question, est-ce que c'est moi qui est con, si on ne m'a pas compris? Est-ce que c'est moi qui est con ou je me suis mal expliqué? Est-ce que c'est moi qui est con ou je me suis mal entouré? Vous avez compris que les réponses, c'est toujours les deuxièmes, les vraies réponses. Mais on passe à un moment donné, tu sais, quand ça fait 4 fois que tu fais la même demande, puis tu te fais encore refuser, tu n'as pas nécessairement compris qu'il y avait aussi une question politique en dessous de ça, parce qu'il y a énormément de politique dans le travail qu'on fait, même si on ne dit pas. C'est pas toujours facile. Il faut que tu tiennes vraiment à tes bases, hein, à ton socle. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu travailles sur ce sujet-là? Euh, Pourquoi tu fais un doctorat? Ou tu fais une maîtrise? C'est dans quel... Et oublie pas ça, parce que tu peux... Puis moi, j'accompagne encore des étudiants gradués, là, puis ils le vivent, hein? Ils le vivent, à un moment donné, ils font des demandes, puis ça a beau être un projet extraordinaire qui va apporter énormément à la collectivité, puis refuser une fois, refuser 2 fois, refuser 3 fois. À un moment donné, tu peux comprendre qu'il y a, ce que je disais tantôt, une notion de politique, c'est-à-dire que tu n'es pas dans l'air du temps. On l'a vu, hein, quand il y a eu la pandémie, si vous voulez avoir de l'argent, il faut le mettre COVID dans votre demande. Même si c'est pas ça ne vous intéressait pas, ben d'abord, ça ne pouvait pas vous intéresser, ça n'existait pas. Mais si vous ne mettiez pas ça, c'est sûr que vous n'étiez pas subventionné. Il n'y avait pas d'argent qui tombait ailleurs. Alors que, bon, heureusement, la COVID, ça a été triste, ça a emporté beaucoup de gens, ça a rendu beaucoup des gens malades, ça a causé énormément de souffrance dans tous les segments de la population. Mais on continue. Oui, je pense que, en fait, ce sont des points vraiment importants. Puis je pense qu'on étudiait ou on répondait à la question dans un angle différent, mais c'est un point important. J'ai l'impression qu'on le fait on le fait de plus en plus. Puis tu sais, des professionnels qui doutent pas ou qui sont sûrs de ce qu'ils font 100% du temps, je pense qu'il y en a de moins en moins. Peut-être que c'est plus accepté justement de non seulement de douter, mais d'exprimer le doute. Puis ça fait un lien avec, je vais le nommer échec, mais c'est peut-être pas un échec. Tu sais, quand tu reçois j'ai eu, malgré ma jeune carrière, c'est arrivé aussi à quelques reprises qu'on rejette mes articles ou mes projets. Puis c'est effectivement que c'est très difficile, mais je pense qu'il apaise, c'est de savoir que ben, tu pas seul. Je pense que d'en parler, c'est pour ça que je ne sais pas comment le nommer parce que c'est pas nécessairement un échec là, d'avoir un refus, mais de parler de ces refus-là, puis des fois des nombreux refus. Puis si je pense à toi, Serge, tu sais, avec ta carrière prolifique, là, puis je veux dire, pardon, c'est quand même, est-ce que rassurant, c'est le bon mot? C'est rassurant de savoir que d'autres vivent la même chose que nous. Puis c'est pas parce que, tantôt tu disais con, mais je sais pas, c'est pas parce que je suis pas compétente ou c'est juste qu'il y a d'autres facteurs. Peut-être que ma demande n'est pas à point, ça c'est possible aussi. Mais c'est ça, il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc, de parler des doutes, de parler des refus, échecs, peu importe comment on les nomme, je pense que c'est rassurant. Et puis, n'oublions pas qu'il y a les bons et les pas bons. Dans le sens qu'il y a des échecs qui sont bons, qui nous apprennent quelque chose. Moi, je me souviens quand j'avais proposé mon premier article, je dis moi, mais c'est nous, on est une équipe, proposé mon premier article sur la souffrance, on l'a envoyé au BMG, qui l'a révisé.
et qui a discuté de cet article-là, c'est la Nature of Suffering, qui a discuté de cet article-là en bureau éditorial et qui finalement a pris la décision de ne pas publier l'article en nous disant vos conclusions sont trop dérangeantes pour ne pas jeter un doute sur vos méthodes. Bien, je l'ai gardé dans le temps, hein, ce n'était pas par Internet, c'était par papier que ça nous était transmis. Je l'ai gardé, ça, je peux vous le montrer, parce que ce refus-là, pour moi, ça valait infiniment plus qu'une plainte des acceptations. Ça disait qu'on avait fait une belle job, puis qu'on avait trouvé quelque chose qui dérangeait. La conclusion, c'était simple à l'époque, 2002, 2003, 2004, c'était la souffrance n'est pas considérée dans le système de santé. Puis ça, il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça, trouver ça. Donc, parfois, il y a des bons refus qui vont vous faire progresser. C'est ça que je veux simplement dire. On peut refuser votre proposition, pardon, puis au fond, ça va améliorer, ça va rehausser ce que vous êtes en train de faire. Puis ça, c'est des bons refus. J'imagine, en tout cas, professeur Serge Dano, j'imagine, vous avez été formé pour devenir médecin, vous avez pratiqué la médecine pendant longtemps, puis j'imagine dans la formation de médecin, on est là à former pour donner des réponses rapidement, diagnostiquer, agir rapidement. Donc, est-ce qu'à un certain moment de votre parcours, vous n'avez pas senti quelque chose d'un petit peu paradoxal entre répondre vite, puis mettre un diagnostic, puis agir rapidement, versus douter avec toute la sagesse que vous partagez tout à l'heure de est-ce que j'ai été, est-ce qu'on m'a mal compris ou est-ce que les doutes que vous vous êtes posés, est-ce qu'à un certain moment du parcours, pour une même personne, c'était pas un peu paradoxal entre votre formation, votre parcours universitaire, formation de base, puis la recherche que vous faisiez? Là, vous touchez exactement à ma motivation de faire des soins palliatifs. Hein? Parce qu'avant, j'ai pratiqué la médecine générale. Je me souviens, mon Dieu, je faisais des après-midi sans rendez-vous au centre de santé à Drummondville. Là, on voyait 60 patients là, dans l'espace de 5 heures. Là, alors, c'était ce que vous avez dit. Hein? C'était vite, 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 vite. Ça allait vite. Je pense qu'on faisait de notre mieux, puis ces gens-là qui venaient, ils avaient besoin d'être vus, puis on voit aujourd'hui, il y a tellement de gens qui manquent de médecins de famille, dont moi-même, soit dit en passant. Ça, là, à un moment donné, j'ai dit non, je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus être une machine. C'est ça, c'est que c'est peut-être moins en soins infirmiers. Je ne sais pas quelle est votre discipline de base, Sabrina, là, mais je connais ce que Stéphanie est. Là. En médecine, on a progressivement, à cause de l'explosion des connaissances, autant au niveau technique qu'au niveau de la compréhension de la biologie, etc., c'est devenu, là, ça l'a accéléré. Puis avec les problèmes de nos systèmes de santé, là, qui sont... et je pense que d'autres disciplines qui ont été moins impactées de ça, entre autres les sciences infirmières, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus global. J'ai plus connu les sciences infirmières parce que je viens de finir un accompagnement là, en co-direction de quelqu'un qui est maintenant prof en sciences infirmières. Je voyais que c'était moins pire. Et en soins palliatifs, c'est ça. C'est que, tu sais, en soins palliatifs, tu n'en as pas de réponse toute faite. Tu n'en as pas de recette. Même nos protocoles, la majorité n'ont pas été prouvés comme efficaces. La majorité des protocoles s'appuient sur des opinions d'experts. Alors, évidemment, quand tu es avec quelqu'un, une situation, une famille, etc., ça appelle et le doute et la prise de décision ensemble. Hein? Je ne sais pas, moi, j'avais une vieille dame qui est en fin de vie, évidemment, est en fin de vie parce qu'elle a 95 ans, récemment, qui a des problèmes de nausées, mais qui a une petite tendance à faire des déliriums quand on essaye des médicaments. La famille est très présente, mais aussi, bon, elle n'est pas très présente pour rien. Là. Il y a une dynamique familiale particulière. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie ça. On ne peut pas essayer ça parce que ça va augmenter son risque de délirium. On essaie ça, on essaie ça.
Puis là, la médecin traitante m'appelle la semaine dernière, puis elle me dit, ben là, finalement, on a remarqué que il y a trois de ses enfants qui la visitent. Quand c'est l'enfant A, tout va bien. Quand c'est l'enfant B, tout va bien. Quand c'est l'enfant C, elle a mal au cœur, puis elle joue pas aux cartes, puis elle devient désorganisée. Fait que là, j'ai dit, on va arrêter là, de faire toutes sortes d'affaires avec des pédules, là. On a le problème. Et là, Mhm. on n'a pas de solution. La solution, c'est Ouais. quoi? Madame a dit dans un CHSLD, la solution, elle va être complexe, comme le problème, il est complexe. Et ça, c'est pour ça que j'ai décidé de faire des soins palliatifs, parce que je trouvais que la vie était complexe. La vie n'est pas simple. Puis j'aime ça faire ça. Peut-être, Serge, que c'est parce que tu es capable de tolérer le doute que tu es si bon en soins palliatifs ou, tu sais, il n'y a pas de réponse comme tu l'as nommé, là, et c'est pas un protocole qui va répondre à la situation de la dame qui a des nausées quand il y a un enfant qui est là, puis pas les autres, puis c'est complexe, tu sais, puis tu peux pas dire à l'enfant de pas venir, puis c'est pas ça qu'on souhaite, mais Non. comment on règle ça? Donc, c'est la tolérance même l'amour du doute, ou je sais pas comment le nommer, qui fait en sorte que tu peux être bien, puis efficace en soins palliatifs aussi. Ouais, efficace, pas le mot que je prendrais, je dirais aider un petit Mhm. peu, donner un petit coup, là, Ouais. tu sais, un petit coup de main, parce que là, maintenant, en clinique, je ne fais plus que de la consultation. Fait que, tu sais, je prends plus de. C'est normal, mon âge, là, c'est correct. Là. Ça ne veut pas dire que je ne retournerai jamais. Puis j'aime ça, faire de la consultation, parce que tu vois toujours des gens nouveaux. Puis tu travailles sur du travail que d'autres ont fait. Et donc, c'est vraiment très, très agréable. J'ai plein d'idées en tête, puis on dirait que j'essaie d'organiser mes idées pour poser mes questions, mais est-ce qu'il y a un lien à faire entre, tout à l'heure, vous parliez de la médecine communautaire, je pense quelque chose qu'on ne connaît pas aujourd'hui, à moins que Ah, je mais me c'est la trompe. santé publique aujourd'hui. J'aime pas le mot santé publique parce que OK. le terme santé publique fait référence à du contrôle social. Puis ça, je suis pas à l'aise avec ça. On l'a vu avec la pandémie, là. C'est une fonction avec laquelle je ne suis pas à l'aise, moi, de décider, je sais pas, comment fermer un établissement. Puis, alors que moi, quand j'ai fait ma spécialité, j'ai reçu mon diplôme de spécialiste en 1988. Je pense que vous n'étiez pas né, ou à peu près, presque pas, en tout cas. Ah oui, je sais que tu l'étais, Non. Stéphanie. Elle qui fait un grand signe. Ça va être, juste audio enregistré, mais nous autres, on se voit. Mais à l'époque, quand j'ai étudié ça, c'était vraiment, bon, le regretté Renan Pinault, qui a été mon directeur de maîtrise, qui était directeur du département de médecine sociale et préventive à l'Université de Montréal, qui était situé où? Là où est la faculté des sciences infirmières actuellement. C'était là que j'avais mes cours, moi, quand j'ai suivi ma maîtrise. Et à l'époque, c'était vraiment l'époque d'intervention auprès des communautés, auprès des collectivités. Et là, je vais vous confier quelque chose qui est vraiment actuel. Moi, mon activité clinique, entre autres, se déroule actuellement dans un merveilleux projet de communauté compatissante où on vise à rendre les collectivités capables de jouer le plein rôle dans les fins de vie. C'est une notion qui commence à percoler dans plein de milieux, là, avec l'ESP, les présentations et tout ça. Mais je trouve ça super le fun parce que qu'on soit professionnel dans telle profession, le rôle qu'on peut jouer auprès d'une personne qui est en fin de vie, puis ceci dit, la fin de vie, depuis quelques années, s'étire, hein? Avant, ça durait quelques mois, maintenant, ça dure quelques années, etc. C'est petit par rapport au temps que les gens vivent. Et le temps qu'ils vivent, ils le vivent avec leurs proches. Ils le vivent avec les voisins. Ils le vivent avec les gens dans les services, etc. Et on peut, et on doit, je pense, pour être capable de traverser cette vague grise, là, travailler avec les communautés. Je me suis éloigné du sujet, je m'excuse. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis tout à l'heure, Stéphanie, vous parliez aussi du rôle des bénévoles dans toute cette, tu sais, dans tout je dirais pas mais cette organisation de santé finalement. Moi-même, j'ai été bénévole, puis je me rappelle parfois, autant que bénévole, on est parfois les premiers à entendre tu sais, le diagnostic ou l'après-coup
une fois que la personne a reçu le diagnostic, le moment où on n'ose pas encore l'annoncer à la famille parce qu'on ne sait pas, parce qu'il faut gérer aussi cet aspect de rassurer, etc. Puis le moment où on a reçu, le moment où on a reçu le diagnostic, puis on annonce à la famille, puis un bénévole, tout d'un coup, qui arrive à la chambre, c'est la première personne à qui on va, et qui prend le temps de nous écouter, donc à qui on va le dire. Donc je pense que il y a un lien à faire entre l'humanisation des soins, ce que vous parlez tout à l'heure, professeur Serge Dano, sur la fin de vie de la personne qui est un laps de temps comparativement à toute une vie que la personne a pu vivre. Est-ce que je sais que le temps avance puis on arrive à la fin de notre podcast, mais vous avez partagé, en tout cas moi, j'ai retenu plein de bons conseils pour autant que personne étudiante, mais est-ce que vous avez d'autres conseils que vous voulez partager à nos auditeurs, désolé. J'irais parce qu'effectivement, je pense qu'on a touché plusieurs points, mais de s'entourer puis de bien s'entourer. Et tantôt, je pense que Sabrina, tu le disais, tu t'impliquais dans différentes choses, puis je pense que ça peut te mettre en contact. Je pense que c'est rassurant. C'est peut-être mon thème de la journée, d'être rassuré ou apaisé ou de pouvoir compter sur plusieurs personnes. Oui, il y a toujours notre directeur, directrice de recherche, co-directeur, co-directrice, mais d'aller encore plus loin que ça, je pense que ça permet de normaliser aussi notre expérience. Puis tout dépendant des programmes ou de qui on est, où on est dans notre vie, des fois, il y a des hauts et des bas dans la vie et dans une thèse et dans un mémoire aussi. Donc, je pense que ce soutien-là, il est important. Puis aussi, peut-être pour nous ramener, Serge le disait tantôt, nous ramener à pourquoi je fais ça. Parce que des fois, la vie continue à avancer. Il y a des choses, est-ce que je veux encore vraiment faire ça? Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'étais embarquée là-dedans au départ? Donc, peut-être juste de s'entourer. C'est ça, de s'entourer, c'est peut-être le meilleur conseil que j'aurais. Moi, je dis Merci. exactement la même chose, puis je vais ajouter deux conseils à ça. D'un côté, ayez foi en vous. Croyez à ce que vous êtes en train de faire. Croyez à... si vous ne croyez pas à ce que vous êtes en train de faire, comment vous voulez que les autres y croient? Bon, donc, premièrement, croyez en ce que vous êtes en train de faire. Et l'autre chose, puis ça, dans les milieux universitaires, on le voit moins, il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Il faut être capable puis pas toujours le prendre personnel. Faut être capable de dire, ben regarde, je fais ma job, là, puis je fais de mon mieux, puis après, ben c'est correct. Et dernier petit conseil qui est super important parce que je parle à des gens qui vont travailler longtemps, n'oubliez jamais le sens de l'humour. Une réunion où on ne rit pas, c'est une réunion perdue. Alors, moi, là, quand je commençais les soins palliatifs, là, puis on était dans le SIDA, là, on avait, avec toute l'équipe, on avait tellement de fun, puis pourtant, c'était des drames. On était devant des drames. Puis c'était dur, parce que les douleurs neuropathiques, à l'époque, on ne savait pas comment les traiter. Puis le Kaposi, c'était dégueulasse. Les gens étaient en train de pourrir sous nos yeux. Et évidemment, on avait un immense respect, un respect absolu, mais il faut garder le sens de l'humour. Puis ça vient avec cette espèce de posture qu'on a, qu'on ne se prend pas trop au sérieux. Autrement, on ne peut pas rire. Alors, il faut que ce soit amusant. Et puis, je pense que en tout cas, vos deux conseils me rappellent souvent ce que me disait mon père qui était psychiatre, puis qui me disait, il ne faut pas se prendre trop au sérieux dans la vie, puis il faut aussi rire. Dans le contexte, je pense que c'est ce qui vous permettait, l'humour vous permettait aussi d'affronter la situation. Vous le disiez, c'était une situation dramatique. Il y avait 600 personnes qui mouraient du sida. Et puis, je pense que l'humour venait aussi, c'était un moteur pour pouvoir commencer sa journée et puis la finir et revenir le lendemain. Oui, c'est la légèreté de la vie. La vie, elle est grave, mais en même temps, elle est légère. Dans le sens que on est comme des papillons aussi. Hein? On n'est pas toujours comme des roches, là, dans le sens que... non, mais c'est vrai, hein? On le voit, en tout cas. Ben, merci, c'était un bel exercice. Je suis bien content.
d'avoir accepté. Et moi, je suis bien contente de vous avoir, d'avoir discuté avec vous aujourd'hui. C'était vraiment super intéressant.